Donc aujourd'hui, on a un séminaire sur le thème droit et environnement. Protéger les arbres, défendre la nature, quels outils juridiques? Et on va écouter donc deux spécialistes des questions juridiques. Marie Hud, qui est maîtresse de conférences en droit public à l'université Sorbonne Paris-Nord, et Maxime Collin, qui est juriste à l'association France Nature Environnement Île-de-France. Et en plus de ce séminaire, on c'est Marine Bobin, Sébastien Roseau, moi, Émilie Letouzé et Christelle Cournil. On organise le 24 juin une journée d'études qui est appelée Victime environnementale, la pollution, ses coupables, sa police, sa justice, qui aura lieu à Sciences Po Toulouse. On communiquera sur cet événement en amont. Et on organise ces séances dans l'idée que la protection de la nature, la destruction de la biodiversité, les pollutions, le changement climatique exigent et vont exiger de plus en plus des recours juridiques parmi d'autres modalités d'engagement, des enquêtes, de la recherche, des activités de terrain au service des mouvements de défense de l'environnement contre des projets nocifs, hors sol, de notre temps, etc. Et c'est un domaine compliqué. On va devoir se former, se familiariser autant que possible avec ces outils juridiques. On connaît mal, par exemple, le Code de l'environnement. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il existe une police de l'environnement en France. Et on voit apparaître, par exemple, dans la presse récemment, le terme d'écocide. On ne sait pas exactement ce qu'il permet. On a l'impression qu'il y a des possibilités, des impasses, des changements en tout cas. Mais lesquels? Et qu'est-ce que ça veut dire de défendre la nature sur le plan légal? À quels outils est-ce qu'on peut avoir recours? Donc c'est un vaste domaine et aujourd'hui, Marie et Maxime vont nous parler depuis leurs expériences et leurs connaissances respectives du cas des arbres en particulier, qui revêt une importance écologique, politique, historique très singulière. Tout le monde ici a en tête le chantier de l'autoroute A69 qui s'est beaucoup cristallisé autour du cas des arbres donc occupés, défendus ou abattus. Et à l'issue des interventions de Marie et Maxime, il y aura une prise de parole par deux collectifs, donc La Voix est libre sur l'A69 autour d'une actualité très récente et un collectif non à la 3e prison de Muret, donc qui présenteront les enjeux environnementaux de leur lutte. Je précise, avant de laisser la parole à Marie, qu'il y a une feuille d'émargement pour les doctorantes et doctorants qui voudraient la signer. Vous pouvez le faire après la séance si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, merci beaucoup et je passe de suite la parole à Marie. Merci Marie. Merci beaucoup. Alors je vais commencer par vous remercier parce que m'inviter pour parler des arbres, c'est toujours un grand plaisir pour moi puisque j'ai fait ma thèse sur l'arbre et je voulais commencer par dire que bien que ce sujet aujourd'hui vous paraisse de grande importance et passionnant, quand moi j'ai commencé ma thèse en 2017, chez les juristes, on en a beaucoup rigolé et on ne le prenait pas du tout au sérieux. Donc cette prise en considération par le droit de l'arbre et de son importance est très nouvelle. Avant de commencer à parler des arbres, je vais dire quelques mots du droit de l'environnement de manière plus générale pour rappeler que le droit de l'environnement, c'est un droit qui est jeune, puisque le droit de l'environnement, même si on peut faire remonter les prémices du droit de l'environnement à l'Antiquité, le droit de l'environnement en tant que tel, il naît dans les années 60-70, au moment où les pays développés prennent conscience que leur croissance n'est pas soutenable dans le temps. Dès lors, le droit de l'environnement intervient dans divers domaines pour mettre en place des garde-fous afin de limiter la dégradation de l'environnement. Le droit de l'environnement, au départ, c'est un pouvoir de police administrative, et c'est surtout un droit qui est extrêmement fragmenté et très technique. Dans les années 2000, s'opère un changement avec l'émergence de grands principes de droit de l'environnement qui permet d'en faire une véritable branche du droit. Ces différents principes, on les trouve tant dans la Charte de l'environnement, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, qui se trouve donc au sommet de notre hiérarchie des normes, que dans le Code de l'environnement. On les retrouve également dans le Code de l'urbanisme, par exemple, puisque le droit de l'environnement est un droit intégré et donc il se diffuse dans toutes les branches du droit. Attention toutefois, le droit de l'environnement, ce n'est pas le droit de la nature.
La protection de la nature est l'un des objectifs du droit de l'environnement. Pourquoi? Parce que la nature, elle est définie à l'article L110-1 du Code de l'environnement comme les espaces, ressources et milieux naturels, terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité. L'environnement dépasse la nature, ça intègre la nature qui n'est qu'une partie de l'environnement, puisque l'environnement, il comprend aussi des éléments artificielle, et c'est l'homme qui est au cœur de la notion, de la définition de ce qu'est l'environnement. Il s'agit de l'ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l'homme. Donc on le comprend véritablement, l'environnement est beaucoup plus large que la nature. Quand il est question de l'arbre, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'au départ, le droit d'environnement n'a pas grand-chose à voir avec l'arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre, il est très peu protégé en droit. Ce qui est protégé en droit, et ce depuis longtemps, c'est la forêt. Et la forêt, la gestion, son exploitation, sa protection, elle est prévue dans un code particulier, qui est le code forestier. Ce code forestier, il est issu de l'ordonnance de 1669, dite ordonnance de Colbert sur le fait des eaux et forêts, et sera ensuite codifié dans le code de 1827. Au passage, le code de 1827, qui va reprendre grosso modo l'ordonnance de 1669, amène avec lui quelques changements, et notamment la réduction des droits d'usage. Puisqu'en forêt, vous le savez, on avait des droits d'usage, et notamment la possibilité de récolter du bois mort. En 1827, fini. Plus de droits d'usage, ou très peu, et plus de récolte de bois mort. Cette question des droits d'usage va donner d'ailleurs l'un des premiers écrits de Marx, puisque en Rhénanie, on a une loi qui requalifie juridiquement ce droit d'usage en vol, et Marx va écrire sur les conséquences sociales très importantes de cette requalification, puisque, comme aimait à me le rappeler Jacques Liagre, qui a été juriste à l'ONF, si aujourd'hui on n'a plus des milliers de manants se pressant aux portes des forêts pour ramasser du bois mort, à l'époque, qui dit bois mort, dit chauffage et dit nourriture. Bien. On le voit, donc essentiellement, le droit protège la forêt. Ce n'est que très récemment que l'on prend en compte la protection de l'arbre de manière isolée. Et cette protection de l'arbre isolé, elle se fait non pas par le code forestier, puisqu'on n'est plus dans une forêt, on est dans des arbres hors forêt, mais par le code de l'urbanisme. Le code de l'urbanisme permet de protéger les arbres en groupe dès lors que l'on sort de la forêt, à travers deux outils, que sont les espaces boisés classés lorsqu'on a un PLU et les espaces naturels sensibles lorsque l'on n'a pas de PLU, dans le plan local d'urbanisme. Et depuis 1973, on peut protéger, via le code de l'urbanisme, les arbres isolés. Si vous avez déjà regardé un PLU, vous les avez sur Géoportail, ce sont les petites étoiles. Les petites étoiles dans les PLU, ce sont les arbres protégés, les arbres isolés protégés au titre du code de l'urbanisme. Cette protection, elle est prévue par l'article L151-23 du Code de l'urbanisme, qui n'est finalement que très peu mobilisé. Pourquoi? Parce qu'on lui préfère souvent l'article L151-19 du Code de l'urbanisme. Et l'article L151-19 du Code de l'urbanisme ne permet pas de protection, mais une mise en valeur. J'en profite pour vous dire que c'est exactement la même chose que lorsque on fait jouer le label Arbre remarquable. On a beaucoup parlé du label Arbre remarquable en disant c'est merveilleux, ça permet de protéger les arbres. Non, ce n'est pas vrai. Le label Arbre remarquable permet une mise en valeur de l'arbre. Autrement dit, quand vous avez l'octroi du label Arbre remarquable, vos obligations, c'est de mettre un panneau avec l'histoire de l'arbre et disant il a reçu le label Arbre remarquable. On pourrait s'inspirer de droits étrangers pour mettre en place, via l'octroi du label, une véritable protection. C'est ce que fait par exemple le droit wallon. Dès lors que vous avez l'octroi du label Arbre remarquable, vous avez l'obligation de mettre en place une véritable protection et vous avez interdiction de couper l'arbre sans autorisation. Ça, c'est de la protection, pas de la mise en valeur.
Et j'en viens à la question de la protection qui a irrigué tout mon travail de thèse, puisque ma thèse part d'un constat, à savoir, 1, on protège que très peu l'arbre, mais plutôt la forêt, et 2, quand on protège l'arbre, en fait, on ne protège pas l'arbre, mais on protège sa fonction économique. Et partant de ce constat, on se dit, que faut-il protéger? Non plus sa fonction économique, si on veut véritablement le protéger, mais 2 autres fonctions, que sont les fonctions écologiques et sociales. Quand on s'intéresse à l'arbre en droit et dans le droit positif, force est de constater que la protection proposée est une protection extrêmement inaboutie. D'abord parce qu'en droit, il n'existe pas de définition de l'arbre, il n'existe pas de définition de la forêt. Or, lorsqu'on veut protéger un objet, encore faut-il savoir quel est cet objet. Donc sans définition, a priori, peu de protection. Et notamment lorsque l'on est, et peut-être tu en parleras Maxime, dans le cadre du contentieux. Pourquoi? Parce que sans définition, le juge a une marge de manœuvre beaucoup plus grande et donc peut décider ou non de ce qu'est un arbre. Donc, premier problème, absence de définition. Ensuite, on se rend compte qu'il n'y a pas de systématisation, et peut-être que tu reviendras là-dessus aussi, du droit des arbres. C'est-à-dire que les dispositions juridiques qui permettent de protéger les arbres sont un peu éparpillées partout dans les codes, et il est difficile d'avoir une lecture claire de quels sont les outils que l'on peut mobiliser pour protéger les arbres. Dès lors, dans mon travail de thèse, je propose une systématisation et notamment une tentative de classification. Pourquoi? Parce que tous les arbres n'ont pas la même valeur, tous les arbres n'ont pas la même fonction. Et donc je propose une classification avec 5 catégories d'arbres correspondant à des fonctions différentes que sont les arbres forestiers, là on applique le code forestier, les arbres urbains, a priori on applique le code de l'urbanisme, les arbres ruraux, agricoles et non agricoles, et enfin les arbres routiers, qui font l'objet d'une législation spécifique. Et à ça, on ajoute une catégorie qui permet de transcender les premières catégories, que sont les arbres classés, puisque n'importe quelle catégorie d'arbres, que ce soit un arbre forestier, un arbre rural, un arbre agricole, non agricole, un arbre d'alignement, donc un arbre routier, peut faire l'objet d'une protection supplémentaire en étant classé. Fort de cela, eh bien, ce n'est toujours pas plus clair. On a plein de dispositions, on ne sait pas comment les mobiliser, on ne sait pas comment protéger l'arbre effectivement. Et donc ce que je propose, c'est de repenser le statut de l'arbre pour lui octroyer un degré de protection plus effectif via l'unification. Je ne sais pas si vous le savez, mais en droit, on peut être 2 choses, vous et moi, des personnes, ou des choses. Et il y a tout un débat doctrinal sur lequel on pourra discuter, qui vise à dire, est-ce qu'il ne faudrait pas sortir de la catégorie des choses et octroyer la personnalité juridique à l'arbre pour pouvoir le protéger? Bon, moi j'y suis assez opposée. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a aujourd'hui tous les outils qui nous permettent de protéger les arbres et simplement on ne les mobilise pas. Octroyer la personnalité juridique n'apporte aucune plus-value en termes de protection. Mais j'y reviendrai. Alors, si on ne personnifie pas, si on reste du côté de l'objet, de la chose, comment est-ce qu'on protège les arbres? Eh bien, tout d'abord, on peut décider de repenser le statut. On peut unifier le statut en fonction de la fonction de l'arbre. On peut par exemple proposer que tous les arbres qui ont une fonction sociale deviennent biens culturels. Et le régime de protection serait accolé au statut de bien culturel. De la même manière, un bien qui a une fonction écologique première devient un bien écologique ou un bien environnemental. Et on accole à cette catégorie juridique un régime de protection identifié. Cela permet également de repenser la propriété. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des arbres sont objets de propriété
privée. Or, la propriété telle qu'elle est pensée par le Code civil, c'est je fais ce que je veux de mes biens. Bon. On peut repenser la propriété avec l'intégration de la propriété sociale, de la fonction sociale de la propriété, en disant vous êtes propriétaire à condition de respecter la destination du bien. Dès lors, si l'arbre a une fonction économique première, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez l'exploiter économiquement, pas de souci. Si la fonction de l'arbre première est une fonction sociale, vous êtes propriétaire, mais vos droits de propriété sont limités à la réalisation de la destination du bien. Et de la même manière, si la fonction première de l'arbre est une fonction écologique, vous êtes propriétaire, vous faites ce que vous voulez de votre arbre, à la condition que la réalisation de la destination du bien soit assurée. Donc ça, c'est la première chose. On est très loin du pratique et du concret, on est vraiment sur des pistes de réflexion universitaire. Mais repenser le droit de propriété pour permettre la protection. La deuxième chose, je vous l'ai dit, c'est faire basculer l'arbre dans une autre catégorie juridique, qui est celle des personnes. La question de la faisabilité, elle ne pose aucun problème. Octroyer la personnalité juridique à l'arbre, juridiquement, c'est tout à fait possible. La question que l'on se pose, c'est est-ce que ça sert à quelque chose? C'est une technique juridique, très bien, on peut le faire, mais quelle est la plus-value? Alors cette personnification, on peut distinguer deux hypothèses. La première hypothèse, c'est on protège l'arbre comme personne parce qu'il fait partie de la nature. C'est un élément de la nature, et parce qu'on personnifie la nature, par ricochet, on personnifie l'arbre. C'est les cas que l'on connaît en Équateur en 2008 avec la consécration juridique de la personnalité Pachamama, que l'on connaît en Bolivie en 2010, alors là c'est une consécration légale et non plus une consécration constitutionnelle, ou que l'on connaît en Nouvelle-Zélande avec la consécration de la personnalité juridique de la rivière Wangani. Très bien. Bon. Et une fois qu'on a personnifié, qu'est-ce que ça donne? Concrètement, rien. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on prend la rivière Wangani, la loi qui prévoit la consécration de la personnalité juridique à la rivière Wangani précise qu'il est tout à fait possible d'exploiter économiquement la rivière. Bon, alors en termes de protection, on n'est vraiment pas sur on ne touche à rien, c'est sacré, non, pas du tout. C'est une consécration symbolique. Et d'ailleurs, transposer ce modèle de personnification en France pose quand même quelques questions en termes d'appropriation culturelle, puisque les schémas sont très différents. Quand on consacre la personnalité juridique à la Pachamama, à la rivière Wangani, en fait, ce qu'on fait, c'est donner une personnalité juridique à une personnalité divine. Autrement dit, il y a une personne préexistante. Transposer ça à la Loire, à ma connaissance, la Loire n'a jamais été une divinité. Donc ça pose question. La deuxième possibilité, quand on veut protéger, faire basculer l'arbre dans la catégorie des personnes, c'est de dire on peut faire un parallèle avec l'animal. Pourquoi? Parce que l'arbre est un être vivant, l'animal est un être vivant, et donc après tout, on peut avoir une réflexion analogue et se dire on personnifie tous les êtres vivants. Bon, déjà, l'animal n'est pas une personne, c'est un être doué de sensibilité, certes, mais qui reste un bien meuble ou un bien immeuble, par exemple, quand il est attaché à un fonds d'exploitation. Une vache dans une exploitation, c'est un bien immeuble, c'est même pas un bien meuble, parce qu'il n'est pas censé se déplacer. Bref. Deuxième différence, c'est que quand on pense la personnalité juridique de l'animal, on pense surtout sentience. C'est parce que l'animal souffre qu'il doit avoir un statut juridique différent, qu'il n'est pas une simple chose. Or, l'arbre, aujourd'hui, en l'état des connaissances scientifiques, il ne souffre pas. Il n'a pas de sentience. Donc là encore, tenter de calquer le modèle de la personnification de l'animal sur l'arbre, on atteint quand même assez vite les limites. Autre voie sur lesquelles les juristes réfléchissent sur la question de la protection de l'arbre, c'est la reconnaissance des communs. Alors, les communs, c'est une notion très à la mode, on en entend parler partout, merveilleux, mais en droit, ça ne correspond à rien.
En droit, la notion de bien commun, elle n'existe pas. C'est une notion économique. Nous, on a la notion de bien public, c'est un bien appartenant à une personne publique. On a les choses communes, on a les choses sans maître, articles 714, 713 du Code civil, mais les biens communs, ça n'existe pas. Donc là encore, qu'est-ce qu'on en fait en droit? Pas grand-chose. Autre de piste de protection, c'est ce que l'on appelle les droits bioculturels. Alors là, on retrouve la question des populations autochtones. On a vu émerger cette nouvelle catégorie juridique que sont les biens culturels, pour dire que les biens culturels sont un agrégat de 4 droits, qui sont le droit à la terre, au territoire et aux ressources, le droit des communautés à l'autonomie et à leur libre administration vis-à-vis de l'État, les droits culturels, linguistiques, religieux visant à protéger les traditions et les savoir-faire ancestraux, et un devoir d'intendance, c'est ça qui nous intéresse le plus, à savoir les populations autochtones sont les gardiennes de la nature. Et là, on rejoint la question de la personnification, puisque qui dit personnification dit, a priori, la nature, l'arbre ne va pas aller se défendre tout seul en justice en disant « non, je ne suis pas content ». Ça ne marche pas, donc il faut des représentants. Bon, et Maxime en parla, en fait, ces représentants aujourd'hui, ils existent. On n'a pas besoin des gardiens de la nature. En France, ce sont les associations. Donc, plutôt que de chercher toujours à avoir de nouvelles voies de protection, aller vers les droits bioculturels, aller vers les communs, etc., ouvrons l'intérêt pour agir des associations. Voilà. Ouvrons l'intérêt pour agir de toute personne qui constate une infraction ou une dégradation de la nature a intérêt pour agir, pour porter un contentieux. Bon, se posent après les questions financières. Mais ça, c'est une voie possible à exploiter pour protéger la nature, plutôt que de toujours partir sur de nouvelles choses. Et alors, la nouvelle chose, très intéressante, parce qu'elle pose la question du bien commun, cette fois-ci au sens thomiste, avec une majuscule à bien, c'est qui est en charge du bien commun? Qui est en charge de la protection de la nature? Bon, alors si ce n'est pas l'État, si le droit ne permet pas, en l'état actuel des choses, de protéger la nature, qui va le faire? Et là, on voit émerger un nouvel acteur. Oh, les entreprises, le monde de la finance, qui dit bonjour, moi je suis là, moi je veux bien protéger. Je veux protéger par quoi? Par le biais des fondations, et notamment les fondations d'entreprise. Et la force de frappe, elle est très importante. Pourquoi? Parce que là, les fondations d'entreprise, elles peuvent avoir une protection transnationale. Et on l'a vu par exemple avec Hermès, puisque Hermès, la fondation Hermès, a créé un programme qui s'appelle Biodiversité et écosystème. Et grâce à ce programme, mène des actions de protection de la nature, à la fois sur le territoire français. On l'a vu par exemple avec un soutien à la réserve naturelle nationale de la forêt de la Massane dans les Pyrénées-Orientales, qui est une hêtraie qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais qui n'avait pas les moyens financiers d'opérer la protection. Et Hermès apparaît en sauveur, vous avez besoin d'argent, on va vous donner de l'argent, pas de souci. Et des projets internationaux avec, par exemple, le projet Africa Twix, qui regroupe 8 pays d'Afrique et qui permet de lutter contre le commerce illégal des espèces sauvages et donc qui permet la mise en œuvre d'un outil de protection de la nature internationale qui est le CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, une convention de 1975 qui regroupe le Cameroun, le Congo, le Gabon, la RDC, la RCA, le Tchad, le Rwanda et le Burundi. Et donc, c'est grâce à la Fondation Hermès que l'on peut mettre en œuvre de manière effective le droit international. Et ça pose la question de savoir à qui faites-vous confiance pour organiser la protection de la nature de demain? Est-ce que oui ou non, on laisse une telle place aux acteurs privés et au monde de la finance? Et je pense que Maxime, parce que j'arrive à la fin de mon temps de parole, va nous donner des éléments de réponse en nous présentant les voies d'action possibles, notamment grâce aux associations.